Je reste sur la route et je lis qu'il reste encore la chapelle de l'hôpital Parère, construit en 1837, qui accueillait 600 malades en 1910 et a été rasée dans les années 1950. J'avoue avoir marché à l'ancienne, vers la rue Vieux-Sens. Je n'ai pas préparé ma recherche, je n'ai pas géolocalisé la chapelle. L'établissement a déménagé. Le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez réalise aujourd'hui 85% de son chiffre d'affaires en ambulatoire. L'ambulatoire, c'est un canular, la camisole à l'envers, la narcose dans l'oreille et l'angoisse qui fume encore, la crise qui monte. Hier, t'étais un autre. Évlan, tu te retrouves sur le goudron, à la rue avec des comprimés. On est passé de pas sortir à pas rester. Il n'y aura donc pas de lieu où se reposer, EHPAD, ESAT, ambulatoire, mais juste se reposer, se retrancher, libre d'aller. Je tape, je cherche, rien à faire. On signale une chapelle Parère dans le quartier de Parère, ce qui semble logique, à l'endroit où se trouvait avant l'ancien asile de Parère. Dois-je la trouver ? Celle que j'ai trouvée dans tes lettres, Antonin. Celle à laquelle tu t'accrochais où tu allais prier avant d'écrire à ta mère, chercher un sens aux années encamisolées ou électrodées, enfermer tes années creusées, sans écrire la croix, comme un tournant, un sens giratoire, faire bouger la misère vers le haut, échapper. Je vois les photos de la chapelle, je les vois, sans bouger du 1 rue Vieux-Sens, je les vois sur écran. Je n'y comprends plus rien. Je lis aussi qu'il y a un espace d'exposition, un théâtre d'animation en ton nom dans la chapelle, un espace Artaud. Je tape de nouveau itinéraire et on me transporte vers la place Foch, vers une chapelle royale. J'abandonne. Jusqu'où expose-t-on ? Bienvenue dans cette seconde capsule consacrée à Laure Gauthier du podcast Ses présences invisibles. Vous venez d'entendre un extrait des Corps caverneux publié en 2021 chez Lanskin, et plus précisément du premier mouvement du livre qui présente une déambulation fantomatique dans Rodez sur les traces du poète Antonin Artaud. Dans cette seconde partie d'entretien, toujours dans l'effervescence du bar Mon Coco, place de la République à Paris, où nous pensions naïvement trouver un refuge sonore, Laure Gauthier évoque son rapport à la composition, l'importance des blancs poétiques et musicaux, et sa méfiance envers les répétitions trop faciles. Elle nous dit en quoi la sécrétion d'une langue singulière est condition de vie, voire antidote au devenir fantôme, et quel danger représente le fait d'être dépossédé, ou de nous déposséder volontairement, de nos temps complexes. Nous avons pu aborder également les rapports entre le corps et l'écriture, comment il a pu lui arriver de traverser la maladie et d'y puiser indirectement la genèse de certains textes, notamment Autres chantés parus à la Lettre volée en 2025, et enfin comment l'écriture peut permettre d'oxygéner certains sujets, de revenir au vivant sous le fantôme. Il me semble avoir décelé effectivement dans vos écrits un appel au temps long, à une forme de pas de côté, de blancheur, de banquise, qui permettrait la réflexion, un espace hors de la novlangue étouffante et l'avalanche des faits divers. Dans la cité dolente, notamment, la société de consommation nous ensevelit, et vous créez des espaces blancs, des espaces de respiration contre la peste des selfies. Dans Je neige entre les mots de Villon, vous parlez de dire les mots absents de la poésie de Villon, et écrivez, je cite, « Plutôt chercher la neige avant la neige, lorsqu'elle se condense encore dans le nuage, encore hybride entre eau et vapeur. » Puis plus loin, Villon nous tend le blanc, nous tend les trous, les béances, les arrêts, les marges.
Le fantôme, à votre avis, participe-t-il de cette blancheur? Mais justement, c'est bien, c'est que c'est une vraie question aussi, parce que ça me plonge dans des abîmes de non-savoir. Je ne sais pas répondre à cette question, mais je vais y répondre comme on fait devant l'inconnu, c'est-à-dire en n'ayant pas peur de la muraille, en allant de côté. J'essaie de laisser des endroits de respiration, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. J'essaie de ne pas être dans l'écriture, de ne pas imposer comme je suis dans la vie. J'ai un rythme plutôt staccato de paroles, que je n'aime pas forcément, je ne sais pas en tout cas, que j'essaie de contrer. J'essaie que lui aussi ne me dicte pas ma façon d'écrire, et j'essaie d'inviter l'autre. Enfin, il y a vraiment l'autre compte pour moi, et j'essaie de donner à l'autre des contre-rythmes. Alors j'ai reçu, on a toujours des cadeaux quand même dans la vie, on n'a pas que des fantômes, il y a plusieurs types de fantômes, il y a les bons fantômes, et j'ai quand même reçu dans mon enfance ces gestes d'un père qui faisait de la gravure, donc j'ai vu qu'il parlait beaucoup du rythme et de l'importance du blanc, du gris et du noir, de laisser du repos pour l'œil, j'entendais ce terme. C'était un monde où il n'y avait pas le langage ni la musique, c'était vraiment le tout visuel, que moi j'ai transcrit en des termes musicaux, parce que moi c'est vraiment un rapport à la musique qui s'est imposé. Et l'importance que connaissent tous les gens dans la musique de l'arrêt. Pour ne serait-ce qu'entendre une note, il faut à un moment laisser une caisse de résonance, un arrêt, dans une espèce de logorée absolue du temps présent. Et je me dis, c'est pour ça que je laisse aussi beaucoup de temps, même s'il y a beaucoup d'œuvres plurielles, de re-rencontres dans le fond entre les œuvres. Bientôt à 53 ans, malgré tout, j'écris mon 8e livre, mais c'est pas non plus énorme. C'est-à-dire que je retiens Mélusine, je l'ai retenu 5 ans. Et ce ne sont pas des formes très longues, ce sont des formes travaillées. Je coupe beaucoup, j'ai supprimé 100 pages de Mélusine. J'essaie d'être dans une économie qui pour moi est générosité. Aujourd'hui, c'est à chaque époque, je n'aurais pas la même réponse dans 100 ans, de toute façon je serais morte, mais et comme je ne crois pas totalement aux fantômes, je ne suis pas sûre de revenir, mais en tout cas, et il y a 100 ans, je n'aurais pas dit ça, mais aujourd'hui, on est tellement enseveli que le cadeau à faire à son prochain, c'est de retenir sans doute ses livres, mais c'est aussi de lui ménager un espace où les mots peuvent résonner, où les mots peuvent se déployer. Et c'est ça que je cherche dans les vers, dans la césure. Évidemment, il y a un travail, le vers est libre, certes, mais bien sûr qu'il y a un travail, de même que je ne joue pas que sur la répétition. Je suis très économe de répétition pour la musicalité, pensant que ce n'est pas, en général, on dit musique du texte, pas rythmique, non. Enfin, c'est-à-dire que j'ai une méfiance vis-à-vis de la répétition. C'est pour ça que le côté sonore, je fais très attention à la liste et à la répétition. Je ne dis pas que j'ai une suspicion de ça, mais un peu. Ce qui fait musique n'est pas nécessairement répétitif, parce qu'on peut aussi très vite en chanter trop facilement. Enfin, c'est sucré, on peut donner. C'est le Coca-Cola de la. Grosso modo, ça serait pour moi un peu le Coca-Cola de. Je sais que ça, c'est pas l'image qu'on en a, mais donc je fais un peu attention à ça, et donc je ménage des endroits de repos, des endroits de disparition. Même si le blanc signifie plein de choses, il y a des moments le blanc dans les textes va signifier au contraire le danger de la mise à nu ou le danger de la disparition. Par moment, le blanc et en effet chez Caspar, la violence extrême. Et donc on entend cette violence, c'est une quasi-disparition, quelque chose qui se liquéfie, comme, alors je dirais comme quand un revenant, le drap s'en va, il n'y a plus personne, il y a du vent, il y a de l'air. J'avais failli le Genège travailler sur le motif du vent, qui était dans la poésie de Villon aussi. Il y a la neige et le vent, comme seule nature chez Villon. Et j'avais hésité à travailler sur le motif du vent. Donc oui, il y a d'un côté signifié par le blanc la violence, et il y a aussi ménager du retrait pour inciter notre époque, comme dans Mélusine sur une chambre, c'est une journée à soins, ce sabbat, à retirer. Je pense qu'on fait cadeau en retirant. Vous mentionnez Mélusine et aussi le drap soulevé avec
le vent dessous et la disparition. Et l'un des axes structurants du projet Antise Soins, c'est le devenir fantôme, c'est-à-dire l'impression de disparaître, de se dissoudre, de ne plus être vu, plus être entendu. C'est une impression que des soignantes et des soignants ont exprimée lors des ateliers d'écriture. Et il me semble que ce phénomène, il est perceptible aussi dans votre œuvre, notamment dans le rapport entre identité du sujet et polyphonie du monde. Les frontières ne sont pas étanches, me semble-t-il, et parfois le sujet s'efface. Je pense à Mélusine Mélodide, notamment où le monde semble en passe de devenir fantôme lui-même, ou fantôme de lui-même, pour être plus précis. C'est un monde sans lecture, où les poètes écrivent pour eux-mêmes, où les poètes disparaissent, dites le vivier s'amenuiser. Les poètes se suicident aussi. Oui, les poètes se suicident. La ville ne vivait que de l'image qu'elle donnait d'elle-même. Donc la ville est un fond de selfie, un fond d'écran pour les tétés, les touristes traversants. Est-ce que finalement... Alors, l'une des intentions de l'écriture semble être d'inciter les lectrices au réveil, hein, à la prise de conscience de leur propre pouvoir, hein, et à se réapproprier un présent qu'il y a urgence à protéger. Mais quelle place occupe ce devenir fantôme dans votre œuvre en développement, en construction? Oui. Cette fois-ci, c'est la négativité du fantôme, parce que ce n'est plus les revenants comme Artaud, comme Villon, comme Mélusine ou d'autres qui sont à l'œuvre dans les textes. Il y a le revenant à qui il faut redonner vie, mais il y a aussi le devenir fantôme, c'est-à-dire l'être poussière qu'on fait de nous. Il y a beaucoup sur la langue, c'est en ça que moi je crois vraiment la nécessité, elle a ses limites, mais de la psychanalyse aussi. On va aux mêmes endroits. À un moment, je parle des dériques des psychanalystes. J'ironise parce qu'évidemment, faut pas non plus la sanctuariser, mais ce que je reconnais à la psychanalyse comme à la poésie, c'est quand même de croire que chaque être humain ne peut être dans son humanité et sa singularité que si on lui enlève pas sa langue. Que la sécrétion d'une langue singulière est la condition de vie, en fait. Et il y a le moi animal, la menace du corps, et ensuite un animal qui parle. On n'est pas les seuls animaux parlants, mais nous sommes quand même aussi des animaux parlants. Et donc, il y a ce devenir fantôme, il y a les attaques, je mets les attaques qui font qu'on nous fantomatise. Alors évidemment, moi je m'adresse à la société quand même depuis laquelle, celle qui nous mange, c'est-à-dire plutôt la société néolibérale et pré-fasciste, qui est déjà quasiment post-démocratique en bien des endroits. Et donc c'est les modalités de violence qui m'intéressent, sur la singularité, donc comment on efface la langue. Sur la collectivité, c'est cette langue des acronymes dans Mélusine. Comment en désingularisant la langue, on arrive à faire croire aux gens, par exemple, dans des métiers qui étaient très beaux, dans plein de métiers, quand on rencontre, on ne peut plus se parler. On a sectorisé les gens. Quand on fait se fréquenter des gens du soin, des gens de l'enfance par exemple, je voyais des gens qui travaillent sur l'enfance maltraitée. Ils n'ont plus que des acronymes pour parler d'enfance maltraitée. Normalement, les termes sont incroyablement signifiants. Les enseignants, il n'y a rien de plus mortifère que mettre des collègues de 5-6 métiers différents qui ne vont parler que par acronyme. Et je pense que ce sont des morts, le capitalisme instrumentalise et tue les gens en les parquant, en les sectorisant, en leur mettant des étiquettes. Et donc je montre ces modalités de devenir fantôme. Et quelqu'un qui a plus de langue, alors après je montre aussi sur les corps, dans La Cité d'Hollande, comment sur le sucre, comment on ensucre les gens, comment on les pousse à se selfier, à s'auto-évaluer. Et je pense à Roland Gori, ce psychiatre qui avait fait l'appel des appels, il y a quelque chose de très pernicieux dans le néolibéralisme en demandant aux gens de s'évaluer constamment, c'est on dévoile l'instant présent. À la fois on les fige dans de l'hyper-présence, c'est pour ça qu'on n'apprend quasiment plus les temps complexes, on n'apprend plus tous les temps du passé, ni les modalités passives. Moi je vois à l'école chez ma fille, on est rivé sur des temps simples, mais en même temps c'est un faux présent. C'est un présent sans présence, donc un présent fantomatique, puisqu'on est dans l'anticipation de ce qu'on aurait vécu
on veut nous donner une fausse importance en nous évaluant. Donc on est dans une espèce de temps complètement mortifère pour dire je venais de faire l'expérience du deuil de ma mère, je devais trouver une urne pour ma mère, donc j'étais dans une peine, c'est des choses humaines qui sont massives, c'est des peines massives, on est au bord du bord. Et à ce moment-là, j'ai reçu un SMS dans le train le lendemain pour évaluer l'urne, pour évaluer le service funéraire. Et donc voilà notre société. Je n'ai pas eu le temps du deuil, on ne me laissait pas le temps de pleurer ma mère, je n'avais même pas le droit d'ailleurs de laisser ma mère allongée, il faut l'hygiène. On n'a même pas la possibilité de garder un mort, parce qu'il faut aussitôt évacuer, c'est pas hygiénique. Donc à la fois, c'est ça qui est très mortifère. Donc j'ai un travail sur la vieillesse, sur l'adolescence, sur le temps en fait, et nous retirer les temps complexes et la grammaire. Donc il y a beaucoup de futurs antérieurs dans mes textes, et nous retirer l'architecture des temps complexes, c'est nous faire devenir fantômes. L'être humain sécrète des temps complexes. C'est peut-être ce qu'il a de plus beau. Et c'est peut-être ce qui a fait qu'il est sorti de sa condition. Malheureusement pas que pour le bien, parce qu'il fait beaucoup de mal autour de lui. Mais c'est aussi ce qui a permis les utopies. Et pour finir, je rebondirai sur le fait que c'est ce qui fait que je mêle à une dystopie le temps de l'utopie, qui est un temps blanc pour moi. Un temps de... Alors ça serait l'autre côté de... presque d'apparition fantomatique mais belle, c'est peuplé autrement, c'est d'essayer ce déplacement dans le curseur du temps, peut-être que d'autres espèces l'ont, je ne le sais pas, mais ça me semble être un des plus grands rêves humains, et c'est là, à mon avis, que j'ai envie d'aller en fait. C'est sur cet angle où j'ai envie de parler à l'autre. C'est ça que j'habite en fait. Vous parliez du soin, aussi des acronymes dans le soin, de ces barrières, de cette façon d'isoler aussi que nous imposent ces novlangues. Donc, le projet dans lequel s'inscrivent ces capsules audio s'intitule justement ces présences invisibles, hantises et soins. Que vous évoquent ces notions et le rapprochement qu'effectue le titre du projet? Déjà, je trouve qu'il est... c'est aussi pour ça, le fait d'avoir été très heureuse qu'on se rencontre, parce que ça recoupe, ce n'est pas un titre, c'est des titres qui recoupent beaucoup, qui ont plein de racines, qui recoupent énormément d'endroits de souffrance et d'endroits d'espoir aussi. Dans tout ce qui nous hante, on peut... Là, je pense au deuxième séminaire de Lacan, qui n'est pas une idole, c'est-à-dire qu'il y a une critique à faire du lacanisme, on est bien d'accord, mais... qui dit des choses très justes. Dans le deuxième séminaire sur le moi, il dit à un moment que les poètes et les psychanalystes vont au même endroit. Ça, je crois. Enfin, je crois qu'il y a un endroit ils n'y vont pas de la même façon et pas pour dire la même chose. Mais dans le soin, alors il y a plusieurs façons. Bien sûr, je pense aussi qu'il peut y avoir du soin médical. Il faut une pluralité. Là encore, il faut mettre en tension les approches. Mais disons que il me semble, quand on parlait de la première question de la fragilité du langage sur pilotis, que beaucoup, en tout cas d'écrivaines, oui, on écrit depuis une fragilité, sans doute depuis des absences, depuis des fissures, qui peuvent aller dans multiples formes de la névrose, dans des bords psychotiques, et qu'il n'y a pas de jugement, enfin qu'on écrit depuis cet endroit. Alors les gens qui écrivent peut-être déjà résorbent leurs propres failles, mais surtout s'adressent à l'autre et ça donne un endroit habitable. Moi je sais que les premiers amis, je les ai trouvés dans ces endroits-là, les amis de langue, les êtres qui avaient ces drôles de zébrures. J'avais l'impression d'être zébrée dans un sens qu'il ne faut pas. Et j'ai rencontré... Il y a toujours cet émerveillement de voir la vie ça peut être ça aussi. J'ai pas mon hirsutisme, je n'ai pas à me raser les cheveux, je n'ai pas à me mettre au diapason. Je pense que c'est cette altérité, moi j'appelle ça l'hirsutisme. On a le droit d'être hirsute, on a le droit d'être dysfonctionnel. La poésie ne va pas nommer ça dysfonctionnel, justement, elle va montrer que très souvent, quelqu'un qui a été abîmé à un endroit et qui a besoin d'un soin psychique ou d'un soin physique, il y a quand même, ça va ensemble.
qu'on ait perdu un organe, qu'on souffre d'un cancer ou qu'on soit dans des soins de jour pour jeunes adultes psychotiques, on a besoin de voir que la norme est une fiction. On en a besoin pour se tenir debout et vivre en société. Il faut une norme. Mais bien évidemment, et c'est pour ça que l'hommage à Artaud, qu'on sait tous quand même, surtout, alors je reprends toujours la physique quantique, quand on voit ce que dit la physique quantique, et que bien sûr la table n'existe pas que parce qu'on en fait l'expérience, on se rend compte que la psychose est des fois beaucoup plus proche du réel, de ce qu'on appelle réel. Donc il nous faut, pour vivre en bonne société, bien sûr qu'il nous faut cette norme, et il faut arrimer dans le soin les gens à cette norme, pour qu'ils arrivent à vivre en société. Mais disons que la poésie arrive à... Le travail sur la langue arrive à nous rendre à des zones humaines que notre société très normative ne nous permet pas d'habiter. Et ça peut-être, ça rassure, ça montre qu'il y a une légitimité à l'exploration de zones complexes, voire friables, qui des fois ne sont pas montrables aussi là. Et en ce sens, je pense que ce qui nous hante, ce qui nous déjante, ce qui nous fragilise dès l'instant. Alors il faut du travail singulier et collectif pour que ça parce qu'il faut continuer. Évidemment, il ne faut pas idéaliser l'écriture psychotique parce que ça deviendrait aussi il faut travailler pour se déplacer. Je pense qu'on est humain tant qu'on en tout cas on est ouvert à l'autre, tant qu'on on est poreux à son environnement et on essaie de s'améliorer, de se déplacer. Et alors là, le langage a un sens. Suis-je touriste dès lors que je marche, trempée, près de la cathédrale sans revenir chez moi? Et si j'ai dit au téléphone tout à l'heure chez moi, en parlant de l'hôtel, ne suis-je plus touriste, mais habitante de Rodez, même pour quelques jours? Comme d'autres se disent en couple, 2 semaines après s'être embrassés. J'ai constaté que le gris rose, sous la pluie, n'a l'odeur ni de la pierre mouillée, ni de la pluie. Le rose a-t-il donc une odeur? J'avoue, hier, je suis allée de point numéroté en point numéroté et je levais les yeux à chaque rond inscrit sur le dépliant en couleurs et en 2 langues, et sinon non. Et j'ai lu les quelques lignes notées, accepté la légende, et j'ai même rebroussé chemin pour suivre l'ordre des monuments à voir dans le parcours conçu par le syndicat d'initiative, que tout le monde s'obstine à appeler information ou point info. J'aimais l'idée de suivre l'initiative d'un syndicat qui prévoit pour moi. Mais si je ne descends pas de la cathédrale au musée, si je ne suis pas le plan ni les numéros entourés d'un rond, et soit me tiens hors de ce périmètre, soit marche à rebrousse-poil hors parcours fléché à l'intérieur de ce périmètre, à contre-flèche, suis-je pour autant encore touriste à Rodez? Les gens qui marchent vers le musée sous la pluie, sans odeur de gris rose, sans nuages non plus, se disent-ils cela de moi? Ceux qui descendent vers le parc humide, avec un énième parapluie acheté dans une boutique de cartes postales, un parapluie fabriqué loin, dont on voit au manche qu'il sera cassé avant qu'il ne l'oublie dans un bar.
Se considère-t-il encore comme touriste ? Vous abordiez la question de la maladie et le besoin du soin physique et du soin mental, les deux allant souvent de pair. Dans un entretien avec Diacritique, vous évoquez une maladie auto-immune qui vous a contrainte à vous arrêter pendant 2 ans. Pouvez-vous nous parler de cet épisode et de son influence sur le développement de votre écriture et peut-être plus généralement de la place du corps, des états de corps qui peuvent revenir dans votre œuvre? Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas fait l'expérience de la fragilité de corps que à 40 ans, mais en fait j'ai failli mourir aussi à 18 mois j'ai été hospitalisée, j'ai pris des antiépileptiques, etc. J'étais souvent, alors je n'ai pas ma chance, c'est que je n'ai finalement pas eu de choses si graves que ça. Mais sur tes urgences, j'ai été très surveillée dans mon enfance. J'ai facilement des abcès, j'ai fait risquer à septicémie, je crois que je suis allée à toutes les urgences. Mais c'est toujours des choses extrêmement, en fait, je pense que ça fait symptôme, mon corps s'enflamme, fait symptôme assez facilement. Mais finalement, c'est toujours miraculé, finalement c'est pas si grave. Et j'étais plutôt, disons, fragile, et pareil, alors le problème c'est que je n'accepte pas que j'ai finalement quand même une assez grande fragilité de corps. Et j'ai tellement compensé cette fragilité de corps par une volonté que malheureusement j'ai du mal à équilibrer. Il y a une espèce de dissociation entre ce que peut mon corps et ce que peut mon esprit. Il n'y a pas cette scission vraiment d'esprit, mais disons la volonté, que j'emmène souvent le corps trop loin dans l'aventure. Et une espèce de Cela dit, si j'avais totalement accepté, j'aurais rien fait, je pense. Mais, donc, cette mesure est très difficile, de mesurer mes forces réelles. J'ai très difficilement habité un corps réel. J'ai un corps assez fictionnel. Donc, psychiatriquement, ça doit porter des noms, mais finalement, mes nerfs tiennent. Et c'est pas qu'un cadeau que mes nerfs tiennent, parce qu'ils tiennent tout le programme, qui est un programme aussi parfois assez fictionnel. Donc le corps craque. Et comme il a craqué un peu plus en 2015, dans une maladie auto-immune où je risquais des hémorragies internes, donc j'étais vraiment en danger de mort. Donc c'est vraiment une survenue très très brutale, très angoissante. Et plutôt que de me lamenter, j'ai réfléchi sur le sens de la lamentation. J'ai à une époque où j'ai vraiment cru que je pouvais mourir. J'ai eu cette hospitalisation et vraiment des moments très très difficiles. Et comme je ne voulais pas me plaindre, j'ai écrit le début du terme de lamentation, qui est la première partie d'Outre-Chanté, qui est restée dans un tiroir jusqu'à il y a 2 ans, que j'ai retravaillé. Et j'ai essayé de travailler, et je me suis dit, tiens, je vais travailler sur ce qu'est la lamentation en musique. Qu'est-ce qu'est se plaindre, qu'est-ce qu'est la lamentation. Et là, j'ai trouvé dans la correspondance d'Héloïse et Abélard, un Abélard qui fait des planctus, mais qui se plaint tout le temps. Et une Héloïse qui ne se plaint pas. Et Abélard n'écrivait que des planctus, des plaintes. Donc voilà ce qui m'a intéressée. Et naturellement, au bout d'un moment, j'ai guéri. Enfin, j'ai guéri. J'ai toujours un auto-anticorps sur moi, une petite grenade non découpillée, mais je suis asymptomatique. Mais ça serait, mais le corps, voilà, on en a parlé. Je ressors d'une double fracture. Voilà, je porte quand même, je fais trop. Donc, il faut que
dans les fantômes, le périmètre est un peu trop fixé. J'ai un peu trop vécu dans la fiction pour parfois habiter un corps réel. Donc ça m'a appris quoi ? Ça m'a appris quand on vit déjà avec être malade, la fatigue des malades, ça m'a appris beaucoup d'humilité et de respect vis-à-vis des personnes malades. J'ai été handicapée à 50%, donc je sais que le handicap est multiple, c'est entendre les rythmes. J'ai été fatiguée au point d'être fatiguée couchée. C'est très très difficile à 40 ans d'avoir l'impression. J'essayais de me dire j'ai 100 ans, mais non, j'avais pas 100 ans. J'ai connu des gens de 95 ans qui étaient plus en forme. De craindre de tomber dans la rue, de craindre d'employer un couteau. J'ai essayé de ne pas trop me plaindre, mais d'en garder une écoute de prix de la vie et de ne pas tomber dans le mortifère, mais de tomber comme beaucoup de gens qui traversent la maladie, dans combien le fait, je pense à Stéphane Bouquet, qui a aussi connu la maladie et dont j'aime beaucoup l'œuvre et dont j'appréciais beaucoup la personne. Le simple fait de vivre, j'en viens à son dernier texte, Tout se tient, cette incroyable acuité à la beauté de la respiration, de la peau, de la conversation. Ça me renforce toujours la joie d'être en vie et d'avoir la chance de connaître des personnes. Ça renforce l'écoute. Ouais. Et le sentiment de vie. Écouter, vivre, chanter, et puis outre chanter, vous évoquiez votre dernier livre de poésie, et dans une très belle vidéo de la performance outre chanter avec Séverine Daucourt, Antoine Mouton et Nicolas Repac, qui a eu lieu en novembre 2025 à la Maison de la Poésie de Paris. Eh bien, Séverine Daucourt dit dans son introduction que vous désépinalisez la langue des contes et les contes eux-mêmes, que vous les nettoyez de leurs images d'épinal. Et je trouve que c'est un beau verbe. N'est-ce pas, d'une certaine manière, les débarrasser de leurs fantômes et si oui, desquels en particulier ? Merci de revenir sur ce mot très beau de Séverine Daucourt, dont j'apprécie aussi beaucoup l'œuvre de la personne. Souvent, quand je vais à un endroit d'écriture, je dis que c'est vraiment quand j'écris, je fais un bouche à bouche pour oxygéner quelque chose qui va mourir. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors ça, on y est encore. C'était le cas de Mélusine, que je trouvais maltraitée par André Breton. Et donc j'ai l'impression que Villon aussi deviennent des images d'Épinal dès qu'on a trop représenté. Un peu comme le pont Rialto à Venise, c'est toujours et finalement il est beau ce pont. C'est ça le problème, c'est comment faire, ou comme quand on a trop entendu, imaginons Vivaldi, comment faire pour réentendre quelque chose. C'est peut-être aussi dans un visage aimé que les années font, comment voir à nouveau, comment entendre à nouveau. Et alors je sais pas si c'est retirer les fantômes, je dirais que c'est retirer les représentations qui n'interrogent plus l'être, qui n'interrogent plus ce qu'il y a peut-être, sous le fantôme. Alors c'est ça serait alors pour transcrire ça dans le défantomatique, ce serait ne voir plus que les fantômes et ne pas voir la personne vivante qu'il y a eu dessous, en effet. Et c'est revenir à être capable de première fois de réénoncer, de réentendre, de percevoir à nouveau sans se conforter. C'est pour ça que souvent quand je vais à Mélusine, je lis j'essaie de voir tout ce qui s'est fait. Je choisis des sujets non originaux en général. Si j'avais voulu être la seule, j'aurais pas pris Mélusine, j'aurais pas pris Kaspar Hauser. C'est de me dire quelque chose est sédimenté d'humain. L'être humain a sécrété aussi la légende de Mélusine. Ça m'intéresse, qu'il y ait quelque chose de commun. Kaspar Hauser aussi, il a parlé à toute l'Europe à un moment. De revenir à un endroit qui était très vivant pour beaucoup de gens.
et de me dire je ne vais pas regarder, par exemple de Mélusine, on prend toujours cette représentation gravée quand elle s'échappe de la tour. Donc moi je dessine ce qui s'est fait, et je sais que ça sera entre tout ça. Pour Héloïse et Abélard, c'est pareil, j'ai pris les archives et je me suis dit l'archive est solide. Il faut l'archive dans une démocratie, mais les dictatures se servent aussi des archives. Donc l'archive seule n'est pas garante de quoi que ce soit. Donc je regarde les archives, mais je me dis ce qui est sédimenté de façon solide peut donner aussi des images d'Épinal. Donc il s'est produit des choses qui ne sont pas enregistrées. Comme par exemple, il y a une grande justesse dans ce qu'on se dit là, mais dans ce qu'on se dit là, avant qu'on branche, on s'est dit des choses qui sont aussi importantes, qui fait d'ailleurs que ce qu'on se dit là est important parce qu'on a parlé en amont et qu'il n'y a aucune trace de ça. Et là, c'est toujours mon truc, j'ai cette obsession, mon histoire, bien sûr, sans doute m'y a rendu sensible, mais à ce qui a disparu à jamais. Et je lutte toujours un peu contre ça pour réanimer l'extinction qu'on a fait de quelque chose, pour que ça ne s'éteigne pas. C'est pour ça que j'ai une fascination pour la bougie aussi, que les bougies brûlent chez moi beaucoup, même si je fais attention pour la planète quand même, mais oui, c'est ça, c'est arc-bouteux, c'est dans les cavernes, ils faisaient ça, ils essayaient de mettre de la lumière, c'est essayer que certaines choses ne s'éteignent pas. Donc c'est ça. Merci beaucoup Laure, et c'est effectivement cette langue du souffle et cette langue qui tient à conserver le vivant et à le tenir hors de la disparition. Il y a une tension, cette très belle tension, je crois qu'on la retrouve vraiment dans vos écrits, et qui est peut-être un vecteur d'inventivité, c'est d'une langue qui tente toujours de trouver de nouvelles formes pour accomplir finalement ce très bel objectif. Oui, c'est comme, pour moi, j'ai l'impression d'être sur une rivière qui a plein d'affluents et toujours doit intégrer quelque chose à nouveau. Elle est vivante tant que sans cesse elle se transforme, elle est très mobile en fait. Elle doit intégrer sans cesse l'altérité et se transformer. Un très grand merci alors. Merci Thibaut. À la place de la patiente, je n'y suis plus, ou parfois seulement, comme tout le monde. Avant, j'étais à la place de la patiente souvent, et même tout le temps à certaines périodes. Je détestais ça, parce que quand on est une patiente, on ne peut pas prétendre à grand-chose. On peut avoir des avis, mais ils ne sont pas tellement entendus. On peut avoir des colères, mais elles se perdent au milieu de tout un tas d'autres colères. Des colères pas entendues, qui ne comptent pas. Après tout, ce sont des fous qui les expriment. Ces colères, elles deviennent toutes lisses, à force de ne pas être entendues,
elles glissent sur tout le monde, même sur nous. Ce ne sont même plus des colères à force. Elles sont les vagissements d'un troupeau de bêtes neuroleptisées qu'il faut contenir, contraindre, mener. Mener où ? Personne ne le sait vraiment. En dehors de la colère, des rires et des pleurs, en dehors de l'amour et du sentiment d'en être. Ça donne des corps embarqués aérés dans les couloirs, vociférants. Ça donne des moins qu'humains qui marchent à l'envers sur les trottoirs. Ça donne des Hercules, des Ulysses et des Orphées qui soulèvent des montagnes, se perdent aux confins du monde et reviennent des enfers. Leurs humanités en armure chatoyante. Quand on y regarde de plus près, on y voit plein de trous, des rafistolages à la va-vite, des soudures à l'arc électrique. Ça dit combien de peine il faut pour avoir le droit à l'humanité. Ça dit combien de kilomètres à marcher sur la terre aride pour enfin voir poindre les brins d'herbe fraîche et savoir tout ce qu'il a fallu, tous ceux qui n'y ont pas survécu pour réensemencer la terre. Cette voix, c'était celle de Marie Godot qui lisait son texte « Mythologie de couloir », extrait de l'ouvrage hybride « Hantises et soins », publié aux éditions Le Bord de l'eau. Ce texte, Marie l'a composé lors d'un atelier d'écriture du compagnonnage Action culturelle et auteurs associés Ces présences invisibles, Hantises et soins, que j'ai eu la joie de mener en partenariat avec la chaire en médecine narrative, hospitalité en santé et le CHU de Bordeaux en 2025. Marie Godot est médiatrice santé-père en pédopsychiatrie. C'est en 2023, après une grave crise psychique et la rencontre avec la psychiatrie, qu'elle intègre le DU de médecine narrative de Bordeaux afin de réparer son rapport à la maladie et à l'institution médicale. Elle poursuit en parallèle un travail artistique entre écriture et création sonore. Je remercie chaleureusement Laure Gauthier pour sa grande générosité, pour le temps qu'elle a consacré à nos échanges et pour les perspectives que ceux-ci ont ouvertes. Cet épisode des Présences invisibles s'achève sur la musique de Jean-Sébastien Noël. C'était Thibaut Martouret. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.